En fait, il y a une question un peu juridique, mais qui est pas inintéressante pour vous, qui à un moment ou à un autre pouvez être amené en responsabilité. C'est de savoir à partir de quel moment je suis responsable, bien évidemment. Et puis, quelle est la nature de ma responsabilité quand je suis un prestataire de paiement au sens large? Pour faire très très court, vous verrez les slides dans le détail, vous savez qu'il existe un régime spécial de responsabilité au titre du droit des paiements. Et donc, quand on cherche votre responsabilité, c'est au titre du droit des paiements qu'elle doit être uniquement exercée et pas au titre du droit commun. C'est pas neutre puisque finalement c'est assez encadré et limité par le Code monétaire et financier. C'est-à-dire que la responsabilité d'un prestataire de paiement lorsqu'il exécute un service de paiement ne peut être fait que sur la base des dispositions du Code monétaire et financier sur la responsabilité des prestataires de paiement et pas sur le Code civil beaucoup plus général. Donc ça restreint quand même pas mal, notamment en termes de dommages, votre action, votre responsabilité. Donc ça, c'est important parce que c'est un arrêt de la Cour de cassation qui est assez récent et qui vient transposer, non pas transposer, mais qui vient dupliquer en France une position qui était déjà élaborée par la Cour de justice de l'Union européenne que je vous cite ici. Donc ça, on vous l'enverra. Ça en touche aussi la question de souveraineté. Vous avez vu le 1er juillet l'émission du premier stablecoin par Société Générale et par Circle. Stablecoin assez exclusivement sur l'euro. Donc là, on est vraiment dans la question de souveraineté. Et au fond, sans jeu de mots, parce que c'est le sujet, est-ce qu'un stablecoin doit être assimilé à des fonds au sens de la directive service de paiement numéro 2. Alors, c'est pas un débat philosophique, Laurent, mais ça s'y rapproche quand même, parce que la question est assez simple, elle est méthodologique d'abord, c'est de savoir quels sont les deux textes européens qui priment entre la DSP2 et le règlement MiCA concernant les stablecoins. Pour ceux qui ont lu, alors vous êtes peut-être moins à l'aise avec le règlement MiCA, vous êtes plus à l'aise avec la DSP2, mais il faut savoir que le règlement MiCA donc, traite des stablecoins en disant que les stablecoins sont à la fois des cryptoactifs et ressortent aussi de la directive service en paiement numéro 2. Donc, sont à la fois des cryptoactifs et de la monnaie numérique. Et la question est de savoir quand est-ce qu'ils sont de la monnaie numérique et quand est-ce qu'ils sont des cryptoactifs. Et pour quelle activité on va les ranger dans la catégorie cryptoactifs ou dans celle de monnaie numérique. Je donne un exemple très très simple. Vous faites un virement qui s'appelle un transfert de wallet à wallet, hein, mais c'est l'équivalent d'un virement en matière de paiement, entre deux wallets auprès de deux prestataires régulés justement du stablecoin de Circle, de l'USDC. Est-ce que ce transfert de wallet à wallet est un transfert de fonds et du coup un service de paiement ou est-ce que c'est un transfert de cryptoactifs? Eh bien, vous me croirez, vous ne me croirez pas, mais l'EBA et l'ESMA ne sont pas d'accord. L'ACPR et l'AMF découvrent le sujet. Et donc, c'est quand même un peu inquiétant, alors que le règlement MiCA est en vigueur depuis le 1er juillet pour ces activités, de ne pas savoir si tout un tas d'acteurs doivent ou non être réglementés au titre des services de paiement quand ils font des transferts de stablecoin ou pas. Et tout ça, ça vient du fait que on ne sait pas si finalement stablecoin ressort de la définition de fonds, fund, au sens de la DSP2 ou pas. Donc ça va être réglé, il ne faut pas s'inquiéter. Ils vont trouver une solution qui va être un compromis, mais qui sera sans doute autour de dire, bon, ce sont bien des fonds, mais toutes les activités de transfert ne sont pas forcément des services de paiement. Par exemple, ce qu'on fera des transferts de wallet à wallet au sein d'un même acteur d'une plateforme de cryptoactifs, ça ne devrait pas être considéré comme un transfert de fonds. Par contre, quand ça sort d'un prestataire et que ça arrive chez un autre prestataire, ça pourrait ou ça devrait être considéré comme un transfert de fonds. Donc voilà, vous avez des courriers qui ont été envoyés aussi par l'industrie là-dessus à la Commission européenne. C'est quand même des courriers qui datent d'il y a plusieurs mois. Il n'y a pas beaucoup de réponses, mais vous connaissez ça dans le monde des paiements finalement. Bon, les bannes virtuelles, vous connaissez, mais je ne sais pas si vous avez quand même lu récemment le rapport de l'autorité bancaire européenne sur le sujet. Alors qu'il y a un rapport qui est intéressant parce qu'il ne dit rien, c'est pour ça qu'il est intéressant. Non mais
je m'entends, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, c'est la dernière phrase qui dit: le rapport indique qu'il n'existe pas de définition juridique des VIBAN aujourd'hui. Donc on se dit bon, très bien. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est un appel finalement de l'EBA à ce qui est au moins une cohésion et une approche collective des autorités nationales en matière de VIBAN. Donc c'est plutôt un appel vibrant, sans jeu de mots là encore, autour d'une définition des VIBAN qu'autre chose. Mais voilà, donc je prie plutôt comme un amusement qu'autre chose. Dernier point qui n'est pas neutre pour vous aussi. À partir de quand, c'est comme le fût du canon pour ceux qui, comme moi, qui sont un peu plus âgés, ont fait leur service militaire, à partir de quand je passe d'un compte de paiement à un compte de monnaie électronique? Je m'explique. Vous avez un cas assez amusant. C'est une banque lituanienne, oui c'est ça, qui reçoit des fonds sur son compte de paiement à la suite d'un transfert de fonds et qui n'exécute pas la sortie, donc le transfert de ces fonds, à partir du compte de paiement. Vous savez qu'un compte de paiement, c'est ce qu'on appelle, non pas un compte de dépôt, mais c'est pas un compte de stock en quelque sorte, par opposition à un compte de flux, et qu'un compte de paiement n'a pas vocation à garder les sommes reçues plus d'un certain temps. Toute la question est de savoir c'est quoi ce certain temps. Ici, ce qui est amusant, c'est que le régulateur lituanien disait: vous n'avez pas exécuté l'ordre de sortie, enfin il ne s'est rien passé une fois que les fonds ont été reçus sur le compte de paiement. Donc moi, régulateur lituanien, j'en conclus que vous faites de la monnaie électronique et en fait votre compte de paiement s'est transformé en compte de monnaie électronique. Or, vous n'êtes pas réglementé pour faire de la monnaie électronique, crac, je vous sanctionne. Et c'est monté à la Cour de justice européenne parce qu'il y a ce qu'on appelle une question préjudicielle. Et de manière assez intéressante, la Cour de justice nous dit sinon, c'est pas automatique. Hein, un compte de paiement ne se transforme pas automatiquement en compte de monnaie électronique du fait que rien ne se passe en quelque sorte et que les sommes restent sur le compte de paiement. Bien sûr qu'un compte de paiement n'est pas un compte de dépôt, n'est pas un compte de stock, donc les fonds reçus doivent ressortir. L'arrêt ne nous dit pas au bout de combien de temps. En tous les cas, il nous dit que si c'est pas fait dans la journée ou le lendemain, voilà ce qu'il nous dit, si c'est pas fait dans la journée ou le lendemain, c'est à la fin, ça ne transforme pas pour autant le compte de paiement en compte de monnaie électronique. Après, combien de temps de plus, on n'en sait rien, mais il y aura sans doute des clarifications là-dessus. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Vous voyez, c'est très, très rapide, vous verrez le détail là-dedans, c'est assez divers. J'ai choisi ces 4 sujets juste avant le déjeuner pour qu'on puisse, le cas échéant, en parler tous autour et continuer ce débat passionnant qu'il y avait avec les uns et les autres. Et j'étais content de revoir aussi les uns et les autres, notamment Philippe, parce que j'ai passé mon temps chez BNP Paribas, plus de 15 ans dans une autre vie. À bientôt. Merci. Merci Hubert.